Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux faits. Accord donc sur le plan quinquennal de développement 2018-2022 entre Djibouti et les agences onusiennes. Ouverture de l'enquête donc pour les crimes commis à l'égard des musulmans Rohingyas. C'était donc les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, participe aux travaux de la 137e session de l'Union interparlementaire à Saint-Pétersbourg en Russie. Il mène parallèlement des contacts avec plusieurs hauts responsables. Il a ainsi rencontré donc des cadres de l'UIP, dont M. Jonathan Lang et Mme Nora Barbich, chargés des projets et programmes afin de renforcer les capacités du Parlement, des élus et des cadres de l'Assemblée. Mardi dernier, donc, le président de l'Assemblée nationale a rencontré le docteur Evgeny Grigoriev, vice-gouverneur et président du comité des affaires extérieures de Saint-Pétersbourg, ainsi que par le député Arbi Aboubakarov du département de la coopération économique extérieure. Au cours des différentes rencontres, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a mis en exergue les multiples opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Hier, les travaux de l'Union interparlementaire donc ont été marqués par une forte déclaration du président du Parlement koweïtien. Ali Abdullahi donc est avec nous sur ce plateau pour ce journal de 15 heures. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Donc nous disions que hier donc le président du Parlement koweïtien a fait une forte déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, hier, les propos courageux du président du Parlement koweïtien, Marzouk Al-Ghanem, ont contraint son homologue israélien à quitter donc la salle lors de cette 137e session de l'Union interparlementaire en cours à Saint-Pétersbourg. Le président du Parlement koweïtien, Marzouk Al-Ghanem, a catégoriquement rejeté hier les justifications des mesures répressives israéliennes à l'encontre des Palestiniens prononcées par son homologue israélien à la tribune de la 137e session de l'Union interparlementaire. Eh bien, au sujet des Palestiniens emprisonnés dans les geôles d'Israël, le président du Parlement koweïtien, Marzouk Al-Ghanem, a qualifié ce responsable israélien d'occupant et d'infanticide. Marzouk Al-Ghanem s'est adressé au président du Parlement israélien en disant que ses propos cristallisaient le type de terrorisme le plus dangereux du monde, qui est le terrorisme d'État. Il a été fortement applaudi par les autres parlementaires, Ahmad. Alors Ali, qu'est-ce que l'Union interparlementaire? Eh bien, l'Union interparlementaire est une organisation unique en son genre qui réunit les parlements nationaux des 4 coins du monde. Elle œuvre à la protection et à l'édification de la démocratie par le dialogue politique et l'action. Et l'UIP, comme on l'appelle, l'Union interparlementaire, forme un groupe dynamique en pleine croissance qui actuellement composé de 173 parlements membres et 11 membres associés. Elle travaille en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations partenaires dont elle partage les objectifs. L'UIP est à l'heure actuelle l'organisation qui est au plus près de l'opinion publique mondiale. En effet, plus de 6,5 milliards de personnes habitent des pays dont le Parlement est membre de l'UIP et ce sont leurs représentants qui déterminent et orientent ces activités. En réunissant les parlements, l'UIP réunit donc les citoyens. L'UIP est principalement financé par ses membres sur des fonds publics et a son siège à Genève en Suisse. Merci Ali. Le gouvernement djiboutien et les agences onusiennes se sont accordés donc aujourd'hui sur un plan quinquennal du développement pour la période 2018-2022. Ce plan vise à soutenir des efforts du gouvernement djiboutien sur les axes suivants: réduire la pauvreté, renforcer les services sociaux, renforcer la bonne gouvernance, faire face au changement climatique et aider les plus vulnérables. Le PNUD, ou le Programme des Nations Unies pour le développement, qui coordonne les activités de toutes les agences onusiennes, mobilisera les ressources et l'expertise de l'ONU. Il collabore donc avec un large éventail de partenaires, qu'il s'agisse de l'État, de la société civile, en passant par le secteur privé et la communauté internationale, qui ont tous un rôle essentiel à jouer pour faire progresser le développement et atteindre le programme des objectifs de développement durable. Ce document fixant toutes les actions à entreprendre sur 5 ans est baptisé Ensemble pour un meilleur avenir. Quelques 190 millions de dollars est sollicité donc pour l'exécution de ce plan. Le PNUD ne dispose cependant que
pour l'heure que de 52 millions de dollars. Le document a été paraphé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi, et a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des agences des Nations Unies et des diplomates. La signature est très importante pour nous tous parce que c'est un contrat entre le gouvernement et les Nations Unies. Et le travail a été ardu jusqu'à là, mais nous pouvons nous féliciter d'avoir eu un processus inclusif et avoir consacré toute l'énergie dont on avait besoin et les temps nécessaires pour arriver à un résultat de qualité. Et encore plus de dédication devra être mise sur le plan par la suite, parce que le travail commence maintenant. Merci. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a indiqué que cet accord s'inscrit dans les priorités du gouvernement en matière de développement. Il est, selon lui, en adéquation avec la vision du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, ce plan cadre s'inscrit dans les priorités gouvernementales en matière de développement et est en adéquation avec la vision 2035 et le SCAP formulé par notre gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Ces priorités restent la promotion de l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'environnement, la lutte contre la pauvreté, le chômage, la promotion du genre et l'assistance aux personnes vulnérables. Ce plan cadre est également basé sur les objectifs de développement durable, communément appelés l'Agenda 2030. À ce stade, il convient de rappeler que le financement de ce plan cadre estimé à 190 millions de dollars nécessite une mobilisation accrue des partenaires. Seuls 28% de ces montants seront disponibles ou rendus disponibles par le système des Nations Unies, alors que 72% de ces 190 millions de dollars restent à être mobilisés. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ce matin pour faire un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin de nous aider à mobiliser ces fonds manquants en vue de l'exécution pleine et entière de ce plan cadre dans l'avenir. Mesdames et messieurs, il est primordial, par ailleurs, de renforcer la coordination, la cohérence et la synergie des interventions. C'est la clé de voûte de l'efficacité attendue sur le terrain. En outre, ce plan cadre est appelé à évoluer nécessairement en fonction de l'évolution de la situation économique de notre pays et des défis émergents. Je tiens à adresser donc ici mes vifs remerciements à l'ensemble des représentants du système des Nations Unies, aux représentants de nos partenaires au développement bilatéraux, aux représentants de la société civile, du secteur privé et à tous les cadres des départements ministériels qui ont amplement contribué à ce travail et continuent d'agir en faveur du développement durable dans notre pays. Et je me retourne vers vous, Ali. Donc, nous venons de suivre l'intervention et les propos du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et de la représentante du PNUD, Barbara Menzi, coordinatrice résidente des agences onusiennes à Djibouti, donc qui ont tous deux appelé à la générosité de la communauté internationale pour financer ce plan. Effectivement, le PNUD demande la mobilisation de 190 millions de dollars, mais il ne dispose actuellement que 52 millions. En pourcentage, cela donne 27% des sommes sont disponibles et 138 millions, soit 72%, manquent encore. Les agences onusiennes obtiennent ces aides auprès de plusieurs contributeurs, qu'il s'agisse des États, des fondations, d'institutions financières, etc. Madame Barbara Menzi a indiqué que l'Organisation des Nations Unies est attachée à renforcer son partenariat avec le gouvernement djiboutien. Le défi aujourd'hui est commun pour le gouvernement de la République de Djibouti et l'équipe des pays des Nations Unies sera donc de ne laisser personne de côté et d'améliorer les tendances en vue d'accélérer les progrès vers les principales cibles des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Selon elle,
Ce plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement a été élaboré d'une manière participative sur la base des leçons tirées précédemment. Ce plan Ahmed donc constitue à ses yeux une réponse conjointe du gouvernement djiboutien et du système des Nations Unies, mais également des partenaires au développement en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population en général et des groupes les plus vulnérables en particulier. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et avant de poursuivre cette édition, nous allons tout de suite retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière. Tout de suite, la suite du journal. Après les régions du Nord et d'Arta, c'était au tour de la région d'Ali Sabieh d'accueillir le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, qui fait donc un déplacement en terre à Sadjoug dans le cadre de la tournée régionale initiée en vue de procéder à une large consultation avec la population sur les questions en rapport de soins prodigués. En effet, le ministre de la Santé était accompagné dans ce déplacement par le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, ainsi que des parlementaires natifs de la région, dont M. Elmi Absi Ouaïs et Moussa Yabé. Et c'est dans une ambiance de fête et de joie rythmée par des danses et des chants folkloriques que le ministre de la Santé est arrivé sur les lieux. Il a ensuite participé donc au conseil régional à une conférence débat qui a mobilisé près de plusieurs centaines de personnes issues de la société civile. En guise d'approbation collective, les Assadiogues ont exprimé donc spontanément leur pleine adhésion à cette initiative inédite de concertation élargie
énergie sur la santé qu'ils approuvent avec ferveur. Dans leur allocution, le préfet et le président de la région Assad Dioug, ainsi que le député Moussa Yabé, ont souhaité la bienvenue aux deux ministres ainsi qu'à la délégation qui les accompagne, en soulignant que la population d'Ali Sabié attendait ce grand rendez-vous avec le ministre de la Santé. Ce dernier a également souligné donc que cette stratégie de contribution citoyenne participe énormément à l'édifice d'un système de santé performant, équitable et accessible à tous les Djiboutiens, et pour que la santé de proximité soit une réalité à Djibouti. Le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Mohamed Sougé Aynan, a quant à lui exposé brièvement les avancées majeures entreprises et les nombreuses actions en cours. Au cours du débat, de nombreux participants ont saisi donc la parole pour interroger le ministre sur les sujets qui les préoccupent et qui vont dans le sens de l'amélioration de notre système de santé. Sur ce, le ministre de la Santé s'est évertué donc à répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. Il a en outre indiqué qu'il a pris bonne note de toutes les doléances exprimées et des propositions formulées par les Assad Dioug, en les assurant que leurs contributions seront intégrées dans le nouveau plan régional de développement sanitaire. Le ministre a conclu son intervention en rappelant que la mission principale du département de la santé émane précisément de directives fixées par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et à présent, donc, je vous propose d'écouter les interventions du préfet de la région et du président du conseil régional d'Ali Sabié et du député donc Moussa Yabé, qui ont souhaité, au nom de Assad Dioug, la bienvenue au ministre de la Santé, au ministre du Travail ainsi qu'à la délégation qui les accompagne. Et de son côté, le ministre du Travail, Hassan Idriss Amrié, a mis en exergue les objectifs de la présente concertation citoyenne. Celle-ci consiste à recueillir les impressions des populations, à écouter leurs doléances et s'informer sur les aspirations. Et dans son discours, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiye, a enfin vivement sollicité donc l'implication de toutes et de tous dans le processus de développement sanitaire de leur région. Il a plaidé pour cette concertation de masse afin de pérenniser un dialogue permanent et constructif. Le ministre a donc invité la société civile locale à jouer pleinement le rôle qui lui est assigné. Et le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiye, en sa qualité de secrétaire national du parti RPP, a tenu une réunion de concertation avec les cadres du parti et les présidents des annexes. Cette rencontre donc a eu lieu dans la perspective de la tenue des prochaines échéances électorales, des élections législatives qui sont prévues donc au cours du premier trimestre de l'année 2018. En sa qualité de membre du comité exécutif, le secrétaire national en charge de la société civile, Dr Jama El-Mi, a profité donc de son déplacement à Ali Sabié pour rencontrer donc les membres des comités de 5 annexes regroupant la fédération du parti RPP d'Ali Sabié. Cette réunion de haut volet entre le haut cadre donc du parti RPP a mobilisé les 125 membres issus des 5 comités des annexes RPP, à savoir l'annexe d'Ali Sabié, l'annexe d'Ali Adé, l'annexe de Daras Bio, l'annexe de Goubeto et enfin l'annexe de Holhol. Le but principal de cette rencontre partisane s'inscrit dans la pleine tradition du parti RPP, dans la promotion des échanges et de partage d'informations, prompte à perpétuer et pérenniser un dialogue interne donc serein entre l'instance dirigeante du parti et la base. Par ailleurs, le secrétaire national chargé de la société civile a confirmé donc que c'est en partie grâce à ces exercices périodiques de consultation de la base que le parti RPP justifie sa vivacité, sa longévité, sa popularité et son titre de première formation politique du pays. Et dans leurs interventions, les présidents des 5 annexes RPP constituant la fédération d'Ali Sabié ont présenté les activités partisanes menées donc dans leur zone, en mettant en exergue les points forts mais également les points à améliorer. Et prenant donc bonne note des doléances formulées par les présidents d'annexe, le secrétaire national chargé de la société civile, Dr Jama El-Mi, a promis de transmettre les doléances au comité donc exécutif du parti, qui ne manquera pas d'y répondre dans les plus brefs délais. Également dans l'actualité, l'Académie militaire interarmée de la région d'Arta, connue sous l'acronyme AMIA, abritait donc la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes et remise de galons de la 6e promotion des élèves gradés incorporés en septembre 2014.
Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, et s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités militaires, dont le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des forces djiboutiennes, les membres du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmed, et sa déléguée, donc la ministre chargée du logement, Amina Abdi Aden, des parlementaires, le préfet de la région, élus locaux, chefs coutumiers et plusieurs autorités civiles et militaires. La formation avait pour objectif de transmettre aux élèves sous-officiers les exigences de la condition militaire et les connaissances générales et professionnelles nécessaires à l'exercice d'un métier donc dédié à la protection de la patrie. Plusieurs étapes ont marqué donc la cérémonie. Une minute de silence a été également observée pour la tragédie que traversent nos frères somaliens. Et après les diverses allocutions, les élèves ont reçu les épaulettes, symbole de leur dévouement et couronnement de 2 années de dur labeur et de sacrifice. Ils ont ensuite prêté serment. Rappelons que l'Académie militaire interarmée d'Arta est une pépinière dont sortent chaque année de nouveaux officiers formés pour servir la nation dans ce noble métier qu'est celui des armes. Et le colonel Mohamed Ali Ubsi, directeur général de l'Académie, a au cours de son discours souligné que la création de cette Académie émanait d'une volonté politique forte du chef de l'État. Il a dit donc que l'AMIA poursuivait ses objectifs, celui de former la crème de l'armée. Nous l'écoutons. Nous ne serions pas ici ensemble, dans ces quartiers de l'AMIA, sans la politique visionnaire du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Effectivement, c'est grâce à sa volonté en tant que chef suprême des armées que l'AMIA est née. À sa naissance, elle aura pour mission principale d'assurer la formation initiale de nos jeunes officiers. Et c'est au profit des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Je remercie d'ailleurs le commandement de ces institutions pour la confiance qu'il donne à l'école. Et à ce jour, l'AMIA a formé 160 officiers, dont la plupart d'entre eux ont été injectés dans les bataillons îles déployés en Somalie dès leur sortie d'école. D'où une contribution honorable au profit de l'effort de guerre consistant à garantir l'intégrité territoriale et au maintien de la paix régionale. Concernant la promotion sortante actuelle qui est devant vous, la 6e incorporée en septembre 2014 avec un effectif de 30 élèves officiers au départ, dont 27 lauréats ont achevé leur cursus de formation de 3 ans avec succès. La formation dispensée ici, elle est grâce à l'encadrement des officiers djiboutiens certes, mais également grâce à nos amis de la coopération française et marocaine. Et le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, s'est pour sa part félicité de voir sortir une nouvelle promotion de sous-officiers. Il s'est dit conscient de la tâche ou de la mission qui les attend. Nous l'écoutons. De réitérer au nom du gouvernement et du peuple djiboutien la solidarité du peuple djiboutien et de son gouvernement au peuple frère somalien victime d'un acte odieux et barbare que constituait l'attentat du 14 décembre 2017 commis à Mogadiscio. Un acte que rien ne peut qualifier, ni religion, ni aucun principe humain. Nous prions Allah d'accueillir dans son paradis éternel les victimes innocentes de cet acte. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux victimes et nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes les familles et à toute la nation somalienne. Je voudrais également rendre hommage à tous nos militaires en général, aux forces de l'AMISOM en particulier, qui sont sur le terrain de bataille et qui font face à cette horreur qu'est le Shabab. Après 10 ans d'existence légale, il est temps de passer à l'étape supérieure pour l'AMIA.
À ce titre, il est important de dresser un bilan principal qui vise à insuffler une nouvelle dynamique. Cette expertise permettra également de creuser d'autres pistes de réflexion et d'autres orientations pour l'Académie. À titre d'exemple, les formations d'application proposées dans les écoles des pays amis, issues de la formation initiale de l'Académie, et l'avenir des jeunes officiers qui sont dans l'incapacité de dérouler un cursus de formation normale. Par conséquent, la formation d'application d'infanterie, par exemple, pourrait être réalisée à Djibouti. L'objectif, in fine, est de faire de l'Académie le creuset de la formation des officiers à tous les niveaux, un pôle d'excellence, de référence en matière de recherche, en partenariat avec l'Université de Djibouti, et enfin une école à vocation régionale. Et en fin de cérémonie, parés de leur tenue, les élèves ont reçu les épaulettes marquant donc leur nouveau grade de sous-lieutenant. Ils ont reçu donc ces épaulettes des membres du gouvernement, des corps constitués civils et militaires. C'est fièrement que les élèves sous-officiers ont juré qu'ils sont prêts à protéger et à défendre la mère patrie. Et nous passons aux nouvelles à travers le monde à présent avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Donc nous allons nous rendre en Birmanie pour commencer. La fuite de milliers de musulmans Rohingyas de leur terre vers le Bangladesh se poursuit. L'Organisation des Nations Unies, Fardous, estime que plus d'un demi-million de musulmans ont été contraints de fuir face aux exactions et atrocités de l'armée birmane et des miliciens bouddhistes. Et ainsi, des hauts responsables de l'ONU réclament désormais l'ouverture d'enquêtes sur un génocide et des crimes contre l'humanité. Effectivement, donc Ahmed, comme vous le dites, la Birmanie a échoué à protéger la communauté musulmane Rohingya comme elle en avait le devoir au regard du droit international, ont affirmé de hauts responsables de l'ONU. Ils ont réclamé l'ouverture d'enquêtes sur la perpétration de génocides, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Adama Dieng, responsable de la prévention des génocides, et Ivan Simanovic, conseiller spécial sur la responsabilité de protéger, ont signé donc un communiqué en ce sens. Les deux responsables se réfèrent aux trois crimes sanctionnés par le droit international, le génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ils ont appelé le gouvernement birman à prendre des mesures immédiates pour arrêter les atrocités dans l'état de Rakhine, riche en matières premières, en minerais et gaz. Ils ont demandé également que soit envoyée sur place une mission d'enquête internationale et indépendante du Conseil des droits de l'homme dans l'état de Rakhine afin de vérifier les faits. Selon l'ONU, plus de 580 000 musulmans Ahmed Rohingyas ont fui la Birmanie depuis le 25 août pour se réfugier en Bangladesh voisine. Autre zone donc, Fardous, de haute tension où des populations sont également obligées de fuir, c'est la Syrie, bien évidemment. De nouveau pourparlers de paix donc, concernant la Syrie sont prévus donc les 30 et 31 octobre prochains à Astana, au Kazakhstan. Il s'agit en fait du 7e round pour parler entre donc le régime de Damas et les rebelles syriens qui se tiendront le 30 et 31 octobre à Astana pour discuter notamment du sort des otages et prisonniers, ont annoncé aujourd'hui les autorités du Kazakhstan. Le processus de paix d'Astana se concentre sur les questions militaires et techniques que se déroulent en parallèle à celui politique donc de Genève. Il vise à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 350 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés en 6 ans. L'annonce de la tenue de ce 7e round des négociations intervient après la reprise de Raqqa aux combattants du groupe État islamique par les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington. Merci Fardous pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.